Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des dessineurs, un endroit pour tous ceux qui souhaitent renouer avec le plaisir simple du dessin. Enfant, on dessine sans se poser de questions, on explore et on s'amuse. Alors pourquoi une fois adulte, notre rapport au dessin est-il si différent ? Moi c'est Raphaël Elkadar, je dessine des univers poétiques et oniriques, et chaque mois je propose à un invité de qualité de venir partager son expérience personnelle autour du dessin dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me suivre sur Patreon ou sur Instagram, likez et partagez le podcast. Ça peut paraître peu de choses, mais c'est une vraie façon de soutenir ce projet. Tous les liens sont en description. Merci. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Joël. Bonjour Joël. Hello, Quel âge tu as Joël ? j'ai 30 ans. Tu as 30 ans. Du coup, c'est quand même un épisode un peu spécial pour moi parce que Joël, c'est quand même un ami d'enfance très proche. Donc je vais pouvoir lui poser des questions que je n'ai jamais pris le temps de lui poser. À commencer par celle-ci. Mais quelle est ta couleur préférée, Joël ? Ça a toujours été le bleu, et j'ai l'impression que cette couleur vire vers le vert parfois. Et voilà. J'aimais pas le vert avant, et petit à petit, cette couleur-là a pris de la place et de l'importance, une importance spéciale. Et parfois, j'ai l'impression que ça devient ma couleur préférée, mais voilà. Est-ce que tu as un animal préféré ? Ouais, c'est le cochon. Il y a une raison pour ça ? En fait, je suis né l'année du cochon sur le thème astral chinois. Et en fait, c'est un animal, mais je pense que c'est le petit cochon, où je m'identifie énormément. C'est le petit cochon hyper surexcité, tu sais, là, qui se balade et qui en même temps adore tous les petites papouilles, courir dans tous les sens, qui adore manger, qui genre juste un peu solaire et un peu plein de vie et très mignon. Et je sais pas, j'aime trop. J'avoue que c'est très mignon, un petit cochon. Je trouve ça vraiment très cute et adorable. Voilà. T'aimerais bien avoir un petit cochon, toi ? Bah non, parce que le problème, c'est qu'il reste jamais petit. Eh oui, ils grandissent. Voilà. Et un gros cochon, c'est pas pareil. Ok. Est-ce qu'il y a un dessin animé, un film ou une histoire qui t'inspire particulièrement ? Bah, c'est vrai que revient souvent le voyage de Chihiro, parce que ça a été, c'est pas très original, mais ça a été en fait vraiment, vraiment marquant dans ma vie. C'est la première fois que je voyais un dessin animé qui n'était pas un Disney ou DreamWorks. Et j'avais l'âge de Chihiro en fait quand je l'ai vu. C'était une sortie scolaire et je me souviens de toute la séance parfaitement. Et puis il y a des cochons dans Chihiro surtout. Tout est connecté en fait. Tout est connecté. D'où l'amour des cochons qui a démarré. Mais oui, je suis sûr qu'il y a du vert dans le film en plus. Enfin bref. Ouais. Moi, cette scène, elle m'a grave choqué personnellement. Je me souviens l'avoir vue, j'étais quand même assez jeune aussi. Ouais, elle m'a bien choqué cette scène des cochons, plus que le reste du film, je pense. Cette scène-là qui m'a. Ah oui, c'est pas un dessin animé comme les autres en fait. Ah, je pense qu'il a traumatisé des millions d'enfants avec ce film. Et étrangement, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais parce que j'ai pas mal parlé dernièrement du traumatisme et de qu'est-ce qu'on fait dans nos vies pour soigner ce trauma, enfin vivre avec le traumatisme. Et surtout quand il est un peu lié à des souvenirs bons aussi. Enfin, parfois c'est mix. Il y a des mix feelings dans certains traumatismes qui peuvent exister. Ok. C'est des trucs très particuliers. Mais je pense que vraiment une scène où tu peux être traumatisé d'un film alors que le film t'a adoré, ça ajoute un effet très particulier. Comme s'il y avait une fascination, peut-être, tu veux dire ? Ouais, exactement. Après, il faut pas parler, je pense, enfin, il y a des échelles dans le traumatisme. C'est peut-être un mot qu'on utilise très facilement aussi, et à voir à quel point tu as été traumatisé par cette scène-là, tu vois. Est-ce que c'est vraiment un traumatisme, est-ce que c'était juste un choc émotionnel, à quel point ça a eu des répercussions sur toi dans ta vie, tu vois. C'est intéressant de savoir ça. Mais effectivement, l'aspect de la fascination, des choses qui reviennent en fait en mémoire, parfois en fait on a besoin de revenir dessus, on a besoin de le retravailler, etc. Et effectivement, moi j'ai le souvenir de m'être retourné sur mon siège. J'avais, tu sais, les petits réhausseurs de cinéma là. Ouais.
Mais je devais être plus jeune que 9 ans, parce que ça m'étonne qu'à 9 ans, il y ait des rehausseurs, mais j'ai un souvenir, je sais pas, de ça, et de m'être retourné sur mon siège, et je voulais pas voir, en fait, ça. Mais Justement, parce que bon, t'étais au cinéma? Oui, c'était au cinéma, ouais, Ah que j'ai vu ouais. chez Hero, Ok. la première fois. C'était avec ma classe, c'était à Blagnac, le petit cinéma indé, là, je crois que c'était les parents de ton pote qui géraient ce cinéma-là, non? Oui, je crois que c'était un gars qui était dans ma classe, dont les parents s'occupaient du cinéma. Mais je me rappelle plus son prénom. Il était dans ma classe, il me semble. Ouais, ouais, je crois que j'ai un souvenir de ça. Voilà, et ben c'est dans ce petit cinéma-là, avec ma classe de CE1, CE2 Un petit trauma collectif, du coup. Ouais, mais en fait, je me souviens qu'il n'y avait pas eu de débrief de fou avec mes élèves. Ouais. Enfin, et je crois que j'ai l'impression que j'étais le seul qui a vraiment été... J'ai le souvenir d'être le seul de m'être retourné sur mon siège à ce moment-là. Parce que je pense que les autres... Mes parents, ils ont fait très attention à ce qu'ils nous ont montré enfants. Il y avait un vrai filtre. Pas de violence, pas de machin. Même les Disney étaient sélectionnés. Il y avait des Disney qu'on pouvait pas voir. Ma mère voulait pas qu'on voit la petite sirène parce que il y avait certaines scènes qu'elle aimait pas du tout. Enfin, elle vérifiait Ouais, je avant vois très bien pour le être genre, sûre ouais. qu'il y ait zéro trauma, quoi. Et donc, en fait, je Parce pense que que... si elle avait vu Chihiro, peut-être qu'elle aurait elle aurait tège, en fait, de films à avoir. À cause de ça, je sais pas, peut-être pas. Mais en tout cas, elle était pas là pour censurer. Et donc, ce petit traumatisme-là, peut-être qu'aussi il a été important, j'en sais rien, mais moi j'ai un souvenir que ça m'avait un peu choqué, mais en même temps fasciné. Il y a une fascination pour tout le reste, hein. Le film il est incroyable en soi. Ouais. J'avais pas compris à ce moment-là que le sujet en fait il était si important pour moi. C'est le passage, la sortie de l'enfance en fait, la sortie de l'enfance, le passage pour moi à l'adolescence, mais ou à la vie adulte où tu prends des responsabilités, tu te rends compte en fait que voilà tes parents ils peuvent pas tout faire pour toi. Il y a des choses que tu dois faire par toi-même et que tu vas à un moment donné devoir t'affranchir de ça. Et je l'ai revu 2-3 ans après et je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire. Mais enfin ça que je veux faire. Il y avait un truc où je m'étais dit l'animation c'est bon en vrai après une des raisons principales où je me dis ok on peut en faire un métier c'était plutôt toi Raph quand t'es parti à l'ESMA et que j'étais en mode ouais ok c'est ça que je veux faire. Oui, c'est vrai que pour la petite histoire, du coup, Joël a assisté de près à mes études parce que on n'avait pas beaucoup d'âge d'écart, donc... Et en fait... 3 ans d'écart, oui. Waouh. Je connais très bien mon meilleur ami, tout va bien. Euh, On a 3 ans d'écart et du coup, bah, quand moi j'étais dans mes études, comme on a quand même 2 familles qui étaient assez proches, on voyait beaucoup et t'as suivi un peu mes déboires à l'ESMA, ouais. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis pour plusieurs raisons. Parce que déjà, moi je me rappelle d'un certain nombre de traumas, entre guillemets, devant des films ou des dessins animés, même des Disney. Hein. Moi je me rappelle des scènes que je trouvais terrifiantes quand j'étais enfant. Et je me souviens que mes parents ils filtraient un peu aussi, mais ils filtraient que les moments. Tu vois. Genre ils nous laissaient quand même regarder le film, mais quand il y avait la scène machin qui faisait peur, alors là on n'avait pas le droit de regarder, ou alors nous on avait pas regardé parce qu'on l'a trouvé horrible cette scène. Mais on aimait quand même le film, on aimait quand même le revoir, et puis je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis aussi, parce que ça, il y a une fascination des fois pour les choses qui nous font peur, ou qui provoquent des émotions qu'on connaît pas, tu vois. Quand on est enfant et qu'on découvre ce que c'est d'être choqué, d'avoir peur de quelque chose de vraiment horrible et tout, bah, c'est pas des trucs que tu croises dans la rue en fait, donc du coup ça crée une émotion qui est un peu étrange, et ton cerveau il apprend aussi qu'il y a un truc quelque part... ça va peut-être être paradoxal ce que je vais dire, mais il y a un truc sain de rencontrer ces choses-là plutôt dans un film que dans la vraie vie, je pense. Tu vois, de se dire waouh, cette situation elle est bizarre, elle est surnaturelle, elle me dérange, pourquoi elle me dérange. Enfin, tu vois, ça te fait te poser des questions qui sont plutôt saines. Et ça démarre direct là, on va dans le deep. Alors, mes traumas d'enfance, bonjour, je m'appelle Joël. Carrément. Mais moi j'en ai eu aussi beaucoup, des moments choquants dans des films. Moi je me rappelle d'une séance de... C'était au cinéma aussi. Alors, j'ai vu L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais j'étais au primaire, tu vois. Et franchement, j'avais pas compris. Tout le film, je me rappelle, je m'étais demandé pourquoi ils m'ont emmené voir ça. C'est très bizarre comme histoire. Je me rappelle m'être dit ça. Je me dis, mais je suis trop petit pour voir ça. Bon, j'avais eu un peu peur.
Et après, le deuxième truc, c'était le prince d'Égypte. Il y a un moment où il y a un esclave qui se fait fouetter par un Égyptien. Et en fait, donc le héros, Moïse, a le dilemme d'intervenir ou non. Et en fait, il décide de pousser l'Égyptien en dehors de l'échafaudage. Et du coup, tu le vois tomber et mourir. Et après, t'as tout le monde qui le regarde en mode mais qu'est-ce que t'as fait et tout. Et moi, ce moment-là, c'était juste pas possible en fait. Et tu sais, il y avait une espèce de honte. J'étais là, ah non, je veux pas voir cette scène. Et je m'en suis rappelé longtemps après. Et pour autant, Le Prince d'Égypte, c'est un de mes dessins animés préférés. C'est vraiment un dessin animé incroyable. Je l'ai revu adulte plus tard plusieurs fois. Et à chaque fois, je me dis mais il est incroyable ce dessin animé. Donc vraiment, pour ceux qui l'ont pas vu, allez-y. Enfin, allez-y. Trouvez-le. Enfin, je sais pas. Mais ouais, il est vraiment excellent. Et du coup, pour toi, tu dis que ouais, le voyage de Chihiro, ça t'a quand même, ça a été un déclic qui t'a donné envie de plus tard mettre dans l'animation. Alors. Ouais. En fait, c'est plus la poésie qui se dégage du film, où il y a une espèce d'œuvre complète. C'était pas juste. Je pense que c'était. En fait, je me suis dit, c'est pas juste un film où j'ai passé un bon moment et après je reprends le cours de ma vie. Après avoir vu ce film, ma vie avait changé dans un sens. Ouais. En tout cas, ça a été marqueur une vraie étape dans ma vie. Et il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui ont eu cet effet-là. C'est la première, en tout cas, je pense. Et c'est à quel âge, du coup, que tu t'es dit ok, moi aussi, je vais faire de l'animation? Vraiment sérieusement, ça a été quand toi, t'es parti à l'ESMA. Je me suis dit, ok, on peut en faire un métier, vraiment. Et à ce moment-là, j'avais 15 ans. Je rentrais au lycée et toi, tu rentrais en première année ESMA. Oui, puisqu'on a 3 ans d'écart. Je le Voilà. redis. Ok, bah écoute, pour l'instant, je vais revenir un petit peu sur le dessin et ton rapport au dessin. Est-ce que tu te rappelles depuis quand tu dessines? Toujours. Enfin, je me souviens pas. Je pense que ma mère a essayé d'être témoin, je pense, de toutes les fois où j'ai dessiné. Elle a presque réussi parce qu'elle me filmait il faut savoir que absolument. sa mère enregistre et filme tous les moments de la vie de tous ses enfants. En tout cas, elle l'a fait pendant longtemps. Ouais, elle l'a fait pendant Ouais. longtemps. C'était une époque où c'était sur Caméscope. En gros, mon grand-père avait offert à mes sœurs, quand elles étaient plus jeunes, un grand tableau Velleda qui devait faire à peu près, je sais pas, 2 mètres de long sur 1 mètre et demi de hauteur. C'est une espèce de tableau d'école. Pour moi, c'était ma toile préférée. Et ma mère me mettait j'avais un tabouret, elle me donnait des feutres et en fait je remplissais le tableau. Et elle me filmait, elle signait les scènes que j'avais dessinées. Et apparemment, moi c'est marrant parce que j'ai vu ça, et c'est des souvenirs que je n'ai pas. J'ai pas le souvenir de l'avoir fait. Oui. Mais du coup, j'ai vu les vidéos de moi qui expliquent avec des petits mots d'un enfant de 3-4 ans ce qu'il fait. J'ai des bribes de souvenirs qui sont revenus. Je me souviens, j'avais vu un espèce de péplum Ben-Hur, je pense. Oui. Et il doit y avoir une scène avec un bateau avec plein de rames en fait et de tous une galère avec toutes les rames, etc. Et en fait, ça m'avait fasciné, cette espèce de multiplication de rames. Enfin, il y avait un truc graphiquement que je trouvais incroyable. Et j'avais dessiné ça. Et je me souviens d'avoir redessiné un espèce de bateau avec toutes les rames où je voulais redessiner tous les trucs comme ça. Et ça, du coup, c'était trop bien d'avoir ce tableau-là parce que c'était grand et que je pouvais vraiment faire toutes les rames. Voilà. Et j'ai toujours un problème à dessiner petit depuis. Enfin, petit, à dessiner dans un espace réduit. Dessiner dans un carnet A4, A3, A4, ça peut à la limite, mais les trucs A5, je suis incapable de dessiner en petit. Et aujourd'hui, je dessine que sur du format A3. J'ai besoin d'espace pour donner des coups, quoi, de crayon. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Je me rappelle de ce tableau blanc. Ils l'ont toujours. Je l'ai jamais vu blanc, moi. Non, c'est vrai, il est jamais blanc. Il y a toujours des trucs dessus. Tout à fait. Et du coup, on en a parlé un petit peu déjà, mais est-ce que tu penses que ta famille t'a encouragé dans ton envie de dessiner et tes expériences créatives, artistiques? Oui, alors mon père a toujours fait beaucoup de choses, dont le dessin. Je sais pas si le dessin était plus prédominant qu'une autre pratique artistique, mais il faisait aussi de la sculpture, de la peinture. Je pense qu'il l'a fait pas mal à une époque où on a baigné dans un milieu culturel très fort. On vivait du coup en Normandie,
dans le lieu où on vivait, il y avait un espace d'exposition pour des artistes internationaux. On avait quelques artistes, un artiste du Japon, j'ai oublié, Koraishi je crois qu'il s'appelle. Il y avait d'autres artistes qui venaient exposer en fait dans ce lieu-là. Et du coup, c'était un endroit assez réputé à l'époque. Moi j'étais tout petit, hein, j'avais entre 4 et 7 ans. Ça m'a plus ou moins touché. Je pense que j'étais pas nécessairement hyper sensible au travail artistique qu'il y avait. C'était de l'art plutôt moderne. Il y avait des choses un peu... ouais, beaucoup d'art moderne, mais beaucoup d'art un peu religieux aussi. Mais de l'art religieux moderne, enfin, c'est assez intéressant. Il y a des choses qu'on connaît pas trop. Et mon père s'occupait de faire les installations des expositions en aide avec d'autres personnes. Il s'occupait de fabriquer les cadres pour certaines œuvres, d'éclairage. Putain, c'est trop bien. Et c'était assez intéressant de le voir travailler là-dessus. Je savais pas du tout. Ouais. Ouais. J'apprends plein de trucs. Il était temps que je fasse ce podcast. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est trop bien. Donc c'est là où mon père s'est remis à faire de la peinture. S'est remis à faire du dessin. S'est remis à faire plein de choses comme ça. Et donc au final, j'ai pas été directement touché par les œuvres que j'ai vues là-bas. Enfin, légèrement, mais pas plus que ça. Je pense que j'ai été touché par le fait que mon père soit inspiré par ça. Et lui, en face, que lui, je le vois en fait fabriquer le truc. Et je pense que c'est ça que j'ai aimé aussi. C'était le processus, c'était de voir la personne créer, c'est de voir la personne avoir l'envie de faire ça aussi. Bon, je dessinais déjà, j'avais pas attendu qu'il fasse ça pour dessiner, mais je pense que ça m'a encouragé. Ouais. Après, je savais que c'était une passion pour lui, c'était pas un métier, et c'était une passion parmi aussi d'autres, hein, il faisait plein d'autres choses. Je pense qu'il préfère réparer des trucs parfois, il préfère apprendre de nouvelles choses. En tout cas, il m'a transmis, ça c'est sûr, le plaisir d'apprendre. Du coup, il sait faire énormément de choses. C'est marrant, je lui en ai parlé ce week-end, je l'ai eu au téléphone hier. Et je lui disais ça, que j'ai rencontré de nouvelles personnes récemment qui étaient surpris que je fasse autant de choses différentes, parce que je fais beaucoup d'activités artistiques très différentes. Et je leur ai dit, en vrai, je pense que c'est mon père qui m'a donné ce plaisir d'apprendre de nouveaux trucs, de pas se mettre de barrières. Et c'est vrai que lui, s'est pas arrêté à juste apprendre à dessiner, peindre, sculpter, ou à jouer de la guitare, jouer du piano, mais il sait aussi faire de l'électricité, de la plomberie, réparer une voiture, démonter une moto, menuiserie, enfin, il y a... Ouais. Non, mais c'est vrai que ce serait plus facile de le décrire en disant ce qu'il sait pas faire, je pense. Il Voilà. Plus vite, quoi. Voilà, exactement. C'est un peu le cliché du mec qui sait tout faire, quoi. Exactement. Voilà. Mais l'art du manuel, c'est trop bien. Et c'est vrai j'étais souvent à son atelier, il m'a appris à utiliser des outils à bois, à sculpter. Moi, j'avais mes petites envies quand avant de vouloir faire de l'animation. Je voulais être chevalier. C'était un vrai truc. Et et du coup, j'ai pu sculpter des épées en bois grâce à lui, grâce à son aide, qui ne m'ont pas servi, mais pas directement en tout cas, heureusement. En tout cas, qui m'ont épanoui dans le travail artistique et dans l'art de l'envie d'apprendre, de faire des choses manuelles, quoi. Donc oui, pour résumer, j'ai été quand même très encouragé pour faire du dessin. Quand je leur ai dit que je voulais faire une école d'animation, je pense que j'ai eu la chance aussi que toi tu le fasses avant moi. Ils ont vu effectivement qu'il y avait des débouchés, parce que c'était une époque où c'était un peu le plein emploi dans l'animation. C'était c'est le 3e secteur mondial, donc il y avait une possibilité. Après, je pense que ils ont vu que j'étais très motivé, que je dessinais beaucoup. Moi, quand j'étais en terminale, j'ai pris des cours de modèle vivant à l'Académie de dessin de Toulouse. J'avais une petite dérogation parce que j'étais mineur à l'époque. C'était un cours qui était normalement juste pour les personnes adultes. Et là, du coup, j'en profite pour faire pas une transition, mais juste parler en fait d'un moment qui a été hyper marquant dans ma vie. La première séance de modèle vivant que j'ai faite, je m'en souviendrai toute ma vie, et je pense que c'est la chose que je préfère le plus dessiner au monde. C'est le corps humain. Et ça m'a pas quitté depuis. Ça fait 13 ans que je fais du modèle vivant. Et je pense que c'est la chose que j'ai le plus dessiné. Le corps nu.
Après, pas forcément toujours 100% nu, j'aime bien l'allier avec des cordes, avec du drapé, avec plein de choses, mais juste la beauté du corps, le dessiner est témoin de ça. Et le moment en fait un peu sacré qui se passe avec la personne qui est là, qui pose. C'est pas juste dessiner un corps nu d'imagination, d'après photo. C'est vraiment la présence qui est là de la personne qui est vulnérable dans un sens et en même temps qui l'est pas du tout, qui a une espèce de force en fait, genre waouh, la personne elle ose faire ça, elle est là et c'est normal. Et je pense que j'ai quand même grandi avec beaucoup de tabous autour de la nudité, dans un milieu quand même assez religieux. Et en fait, ça s'était accepté. C'est-à-dire que je me souviens quand j'ai dit à mon père, on m'a conseillé des écoles pour pouvoir améliorer mon dessin, de faire du modèle vivant. Et je pense à quelque chose qu'il comprenait, parce qu'il a une sensibilité artistique, il dessine aussi. Oui. Même si lui n'a jamais fait de séance de modèle vivant, on ne même dessine quasiment jamais d'après réel. Il comprenait ça, je pense. Et je pense que du coup, ça a été une porte aussi d'entrée pour accepter, je pense, certains tabous, déconstruire un peu ça, que la nudité n'est pas sexuelle. Et voilà, ça, je pense que ça a été genre une vraie passion qui est née à ce moment-là aussi, et qui me tient aujourd'hui sur mon dessin, vraiment. Et d'ailleurs, c'est la seule chose que je dessine sur du papier. Tout le reste, je dessine sur des tablettes, mais la seule chose vraiment que je dessine sur papier, c'est le nu. Voilà, désolé pour cette réponse un peu longue, mais... Ah non, au contraire, c'est super intéressant, et en plus, ça me fait vraiment quelque chose de t'entendre dire tout ça. Ah, je me rappelle d'une image de toi au lycée qui aimait pas aller à l'école. Et je me souviens que t'étais vraiment en mode shonen. Tu t'es dit que tu voulais aller dans le cinéma d'animation. Et à partir de là, t'as eu une espèce de détermination et d'organisation que je trouvais hyper impressionnante. Tu savais exactement quelle étape t'allais suivre, par quelle phase t'allais passer, quel objectif tu devais atteindre. Et c'est rigolo parce que moi, au contraire, à ce moment-là, je me sentais assez perdu. Je pensais pas du tout que j'allais faire carrière vraiment dans l'animation, ou en tout cas, je savais pas comment faire. Bon, finalement, ça a fini par se faire. En tout cas, j'étais pas du tout confiant sur le fait de trouver un travail à la sortie. Mais je me rappelle pas avoir eu cette image de gars qui donnait envie, qui donnait des conseils et tout. En tout cas, je me souviens de ton mindset, super déterminé. Et pour moi, c'est quelque chose qui te caractérise vraiment, parce que tu vas avoir une idée en tête et tu vas être capable de te mettre dans l'action, d'imaginer un plan et d'y aller, quoi. Je trouve ça hyper intéressant que le nu t'intéresse autant, et je pense qu'on va un peu développer aussi. Et du coup, ma question pour refaire le lien avec ça, ce serait pourquoi tu dessines du nu? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu ressens en fait quand tu dessines du nu? Je sais pas, c'est vrai que je me suis longtemps demandé d'où venait cette fascination du corps humain. Pour moi, il y a l'essence un peu d'éléments à la fois graphiques, de courbes, contre-courbes, d'équilibre de masse, de rythme dans les contours du corps, dans les lignes qu'elles offrent. Il y a aussi la diversité. Je pense qu'il y a une curiosité sur la diversité des corps qui existent. Et je pense à un truc que je trouve incroyable, c'est que j'arrive à trouver tous les corps beaux, même des corps qui sont pas dans des canons de beauté classiques. Parfois, je vais chercher un pli, ça peut être parfois juste des détails, et je suis toujours heureux de retrouver des choses que je trouve belles chez tout le monde. Aujourd'hui, les seules séances que je fais, c'est des séances privées, des personnes qui souhaitent en fait avoir des portraits d'eux, qui veulent se lancer sur l'exercice de se défaire un peu peut-être de tabous qu'ils ont, pas de tabous mais de complexes qu'ils ont vis-à-vis de leur corps, qui veulent se réapproprier un peu leur unité, qui veulent s'accepter d'une certaine manière aussi. Donc il y a un travail un peu thérapeutique aussi avec ces personnes-là. Et je pense que moi, le dessin, avant tout, c'est pour ça, en fait. Enfin, je pense que je dessinais parce que j'en avais envie.
Aujourd'hui, je dessine aussi surtout parce que j'arrive à véhiculer des émotions avec d'autres personnes, à travers mon dessin, ma sensibilité. Et je trouve que ces séances-là, ces séances portraits que j'organise, elles sont, je pense, c'est les moments les plus forts que je vis avec mon dessin, parce que j'ai des retours de personnes qui posent pour moi, qui sont, qui ont parfois des moments très importants en tout cas dans leur vie. C'était des moments très importants pour eux dans leur vie. Je parlais du coup tout à l'heure de cette sorte de vulnérabilité et cette force. Et je pense que c'est ça que j'aime le plus aussi dans l'intime. C'est cette capacité à s'autoriser à être vulnérable, d'une certaine manière. Mais du coup, le faire, c'est une sorte de force en fait énorme. Je pense que c'est comme s'autoriser à aimer quelqu'un ou à se dévoiler son amour pour quelqu'un, c'est se rendre hyper vulnérable. Et en même temps, c'est une force de fou, c'est un courage en fait de fou de réussir à le faire. Et je sens ça en fait. Du coup, c'est autre chose, mais je sens ça en fait dans le modèle vivant. Ouais. C'est ce qui fait que l'art touche les gens, je trouve. La personne en face de toi, elle se met à nu, comme tu dis, mais toi aussi, tu dévoiles quelque chose de toi quand tu la dessines parce que y a ta sensibilité et ça raconte quelque chose de qui tu es aussi. C'est vraiment propre à l'art, je pense, en tout cas. Et c'est très beau ce que tu dis. J'ai envie de pleurer. On arrête l'interview. Waouh, ok. J'ai pas forcément le même rapport que toi au dessin de modèles vivants. Ça a pour moi pas la même place que le dessin d'imagination que j'affectionne de manière plus particulière. Mais ça reste quand même quelque chose que j'apprécie beaucoup et puis c'est l'exercice qui réunit vraiment toutes les matières du dessin, je trouve, le modèle vivant. Il y a l'anatomie, il y a les proportions, le rythme, la perspective, absolument tout y est, donc c'est vraiment l'exercice génial pour apprendre et pour pratiquer le dessin. En plus, le modèle vivant, ça a un truc particulier, c'est parce que des êtres humains, on en voit tout le temps autour de nous, on en croise plein, et pour autant se poser, prendre le temps de les regarder et de s'intéresser à quels détails on veut représenter ou non, ça fait évoluer le regard sur les autres aussi. On regarde plus les autres pareil après parce qu'il y a... Voilà, on s'attarde plus sur les mêmes choses, on n'observe plus les mêmes détails. Moi j'ai fait moins de modèles vivants, mais ça m'est quand même arrivé quelques fois de proposer des séances chez moi à des modèles qui posaient pour la première fois. Et c'était une expérience assez intéressante parce que du coup, eux-mêmes en fait, quand je les dessinais après et qu'ils voyaient le dessin, ils se reconnaissaient, et en même temps, ils se reconnaissaient pas complètement, il y avait quelque chose qui était transformé, par le regard évidemment, hein, par le fait que le dessin, on prend des libertés, on interprète, et souvent ça leur faisait aussi prendre conscience d'un autre regard sur eux, et c'était très intéressant, ça créait un dialogue vraiment intéressant, un échange très honnête en fait. Du coup, quand tu proposes des séances et que tu dessines des personnes nues, j'imagine que souvent c'est des gens qui ne sont pas professionnels, qui n'ont pas l'expérience, sans doute qui viennent pour différentes raisons, dépasser un complexe ou juste tenter une nouvelle expérience, sortir de leur zone de confort. Et combien de temps ça dure une séance ? Comment ça se passe en fait ? Est-ce qu'ils vont prendre une pause qu'ils vont garder pendant 2 heures et toi tu dessines cette pause ? Donc c'est des personnes avec qui, en général, qui ont vu mon travail sur Instagram et qui prennent rendez-vous de cette manière-là. Parfois autrement. La semaine dernière, j'ai dessiné une personne qui a presque une 50aine d'années et qui est une amie d'une personne que j'ai dessinée avant ça. Et cette amie-là lui a offert en fait une séance, parce que j'offre aussi... je donne des bons pour les personnes qui veulent offrir des séances dessin. Donc, en général, c'est souvent des gens qui font ça pour leur amoureux, leur amoureuse, qui font ça pour une amie. Ça arrive pas mal de fois que ça se passe de cette manière-là. Donc la personne que j'ai dessinée là, c'était... Du coup, j'utilise cet exemple-là pour parler de comment se passe une séance. Ouais, peut-être. Donc on lui a offert cette séance-là.
et c'est pas de son idée à elle. Donc c'est assez osé, quand même, comme cadeau. C'est assez osé, et en fait, elle a pas utilisé le bon tout de suite. Je pense que s'ils lui ont offert, c'est qu'ils savaient que ça lui plairait. Et après, il y a un pas aussi parfois entre le fantasme et la réalité, et que tu dis ouais j'aimerais bien faire ça, mais après quand il faut le faire pour faire certaines choses t'es là genre oui mais enfin je disais ça pour comme ça, mais je sais pas si je veux vraiment le faire, mais ouais il faut que je me prépare psychologiquement aussi, parce qu'il y a je vais en venir de ce travail psychologique qui se passe aussi à poser, parce on est dans une société où la nudité n'est pas normée, dans le sens où Oui, tout le monde ne se balade pas tout nu dans la rue. voilà, exactement. C'est ça que tu veux Exactement. dire, Il y a je des pense. endroits qui sont autorisés en France, mais c'est des endroits qui sont cadrés, très spécifiques, etc. Et la plupart des gens de notre société se retrouvent nus seulement dans l'intimité, donc face à quelqu'un, en général dans une intimité romantique, ou alors chez le médecin, et c'est tout, en fait. Il n'y a pas trop d'autres contextes où on se retrouve nu en général, face à quelqu'un. Du coup, le dessin, c'est un endroit, un peu une zone grise en fait, qui n'existe pas, parce que y a on n'est pas là pour soigner la personne. Enfin, voilà, on n'est pas dans le corps médical, et on n'est pas là dans un rapport intime de sexualité ou quoi que ce soit. Donc c'est une zone qui est un peu floue, qui est un peu nouvelle aussi pour beaucoup de gens, et qui du coup il y a un espace intéressant, parce que il y a l'idée de rendre grâce la beauté du corps sans la sexualiser, et ça vient débloquer parfois quelque chose aussi, parce que le problème aussi parfois c'est que dans notre société la nudité est souvent sexualisée. Les personnes qu'on voit nues, c'est souvent dans un rapport intime sexuel, que ce soit sur des photos, des vidéos, ou que ce soit dans l'intimité. Voilà, à part les espaces de plage nudiste ou de hammam nudiste, enfin je sais pas, de tous ces espaces là qui sont pas forcément, mais c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas énormément de gens qui font ça, quoi. C'est pas une majorité en tout cas de la population. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et puis je rajouterais même qu'on baigne aussi dans des racines judéo-chrétiennes qui font partie de notre histoire, même dans l'Europe, hein. Et forcément ça entraîne aussi un rapport très pudique à la sexualité, voire même tabou. Donc je pense que ça impacte et que ça conditionne aussi quand même les gens à avoir un certain regard sur la sexualité qui est... même pour les gens qui sont pas du tout dans la religion, mais voilà, je pense que ça fait partie des racines, quoi. Et avec l'hypersexualisation, je pense aussi de la nudité, il y a des complexes qui se sont créés sur du coup le monde, je sais pas juste de la pornographie, mais le monde de l'esthétique, de l'image, Oui, la mode, les réseaux sociaux. la mode, les réseaux sociaux, les influenceurs, etc. Il y a un truc où du coup l'image d'un beau corps, il est codifié, et du coup on développe aussi des complexes où on dit que ça c'est beau, ça c'est pas beau comme corps. Ouais. Et donc pas mal de gens qui viennent se faire dessiner en fait viennent aussi se défaire de ça, parce que le dessin aussi a une force, et je pense que c'est une différence peut-être par rapport à la photo ou quoi, c'est que il y a une interprétation graphique, Oui. il y a une restylisation aussi, donc ça crée une certaine distance qui peut aider justement à se voir. Il y a beaucoup de gens qui disent voilà, moi j'ai du mal à voir en photo, je peux pas voir mon corps en photo, c'est nu, enfin c'est très compliqué. Et en fait le dessin vient de donner cette distance là qui permet de le faire, et donc se retrouver devant quelqu'un nu qui ne porte pas de jugement dans son regard, pas de désir dans son regard, et pas de but médical, mais qui vient montrer la beauté de ton corps en le dessinant, et ben ça peut être hyper salvateur, ça peut être hyper ça peut vraiment aider en tout cas certaines personnes plus que d'autres, hein, mais ouais. Ouais, je trouve ça très beau. C'est toi qui leur offres ton regard aussi, qui est différent. Toi, tu vas voir des choses chez eux que eux peut-être ne voient pas, et ça c'est super intéressant. Et un autre truc que je trouve assez passionnant, c'est que souvent c'est des gens que tu connais pas, en fait. C'est des inconnus, et t'as pas forcément de lien avec eux avant de faire cette séance. Donc ça, je trouve que c'est assez aussi intéressant à observer.
tout à fait. Et du coup, pour continuer sur le comment se déroule une séance, etc., combien de temps ça dure. En général, du coup, pour une séance d'une personne seule, ça dure 1h30. Un duo, parce que je dessine aussi des couples, ça dure 2 heures. Je mets un peu plus de temps par dessin quand il y a 2 personnes. Et les pauses que je fais, c'est en moyenne une dizaine de minutes. Ok, donc il y a plusieurs dessins en fait. Ouais, il y a plusieurs dessins. En général, j'essaie de faire minimum 5 dessins. Ouais, donc ça fait 50 minutes, mais en comptant les recherches des pauses aussi, ça fait bien 1h10. Et il y a 20 minutes où il y a bien 10 minutes, 15 minutes parfois, plus on papote, enfin c'est pas quantifié tout ça, mais on parle avant, je sais pas, j'offre un truc à boire en général, je sais pas, une boisson chaude, un thé, un café, et on parle un petit peu avant, j'apprends à connaître la personne, et puis on continue de parler pendant la séance. Et ça aide vachement aussi, ça crée un lien, c'est normal. Et il y a quand même toujours un truc qui se passe, c'est que bon, la personne, je lui dis en général quand tu es prête, tu peux poser tes affaires là. C'est toi qui choisis le niveau aussi de nudité que tu veux, parce que je fais pas forcément que du nu. Et puis des personnes aussi qui peuvent sur le moment se dire en fait je suis pas capable de faire du full nu. Donc je dis c'est toi qui choisis le nombre de vêtements que tu enlèves quoi. Et ça peut se faire en plusieurs étapes aussi. Oui. Donc souvent les gens gardent le bas de sous-vêtements et puis parfois l'enlèvent plus tard. Je pense qu'il y a une barrière psychologique aussi. J'ai l'impression que le topless, même chez les femmes, il est plus autorisé, il est peut-être un peu plus normé. Ça va. Et puis par contre non, c'est le sexe, donc c'est plus compliqué. Ben ouais, en même temps ça rejoint ce que tu disais déjà, c'est qu'il y a une vulnérabilité, on se met pas de nu devant n'importe qui, c'est quelque chose de très intime, donc voilà, tu as déjà parlé un peu des moments dans lesquels ça peut arriver la nudité, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de spécial quoi. Et du coup ce qui est intéressant c'est que justement par le fait que tu crées cet environnement de confiance, ce climat de confiance calme, agréable, où on se sent en sécurité, en fait, il y a du coup cette étape psychologique qui peut être franchie parce que voilà, il y a quand même une connexion, un lien qui se fait avec toi, je pense. Du coup, c'est vraiment un échange donnant-donnant. La personne en face, elle fait l'effort de sortir de sa zone de confort et elle t'offre en fait son intimité, sa vulnérabilité. Et toi aussi, quelque part, tu te mets en fait dans une posture qui est unique et tu proposes aussi quelque chose en fait, tu proposes cet environnement. Non, c'est vrai. La confiance, ça se construit. C'est un peu comme le petit prince avec le renard, tu vois. Faut parfois s'apprivoiser un petit peu. Et on me dit souvent, en fait, on se sent hyper bien chez toi, tu nous mets vachement en confiance. Je sais que c'est important. En fait, c'est quelque chose que j'avais pas conscientisé. Puis je pense que c'est quelque chose qu'aujourd'hui je conscientise aussi. Je reste complètement moi-même, mais je sais je sais quels mots aussi aident les personnes à se mettre en confiance et quelle attitude peut-être, je sais pas. Mais pour moi, cette confiance-là, elle est sacrée. Vraiment, quelqu'un qui va poser nu devant moi, je me dis merci en fait d'avoir fait ça. Je vais essayer de faire les plus beaux dessins que je peux de ça quoi. Donc il y a vraiment un donnant-donnant. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a vraiment un donnant-donnant là-dessus. Ouais. C'est de l'amour. Mais de l'amour, voilà, juste de... Et le dessin, c'est que de l'amour. C'est que du love. Mais ouais. Bien sûr. Du coup, je vais faire un peu le lien avec tes études d'animation. Tu travailles beaucoup le nu, mais plutôt à titre personnel. Et j'imagine que ça doit beaucoup apporter à ta pratique de l'animation parce que savoir dessiner le corps sous différentes formes, voilà, en conservant les proportions, la perspective, on l'a dit, c'est un excellent exercice. Mais est-ce que des fois il y a un rapport un peu plus direct entre cet amour du corps et les projets que tu peux faire en animation ? Parce que toi, du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais tu réalises des films d'animation, tu es réalisateur. Et donc, est-ce que le nu, ça a une place dans tes projets professionnels d'animation aussi ? Ça dépend. Ça dépend parce que
C'est marrant, en fait, la plupart des films que j'ai réalisés là, après l'école, ou même après, pendant l'école, il y a beaucoup de films en fait où c'est avec des animaux. Ouais. Mon film de fin d'études, c'est avec des singes. Le premier film que j'ai réalisé, c'était avec des renards. Et le dernier film que j'ai réalisé, c'était avec des lapins et d'autres créatures. Donc il n'y avait pas de corps humain. Cela dit, peut-être cohérent avec le fait que le premier film qui t'ait marqué soit avec des cochons, finalement. Peut-être. Il y a un lien quand même. Peut-être. Non, mais j'ai un vrai amour des animaux aussi. Oui. Ça m'est arrivé de, tu vois, j'ai quelqu'un qui était venu poser avec son chien. J'ai adoré dessiner le chien. Enfin, bon, c'est d'autres raisons, mais enfin bon, j'aime bien dessiner plein de choses, hein, les êtres vivants en général, mais parce qu'il y a d'autres choses que m'apporte l'animation que ne m'apporte pas le modèle vivant ici, et que j'aime beaucoup. Et ça, je vais en venir après. Les rares cas où j'ai pu, je pense, en tout cas transvaser mon amour du corps humain, du nu, ça a été sur des projets perso, des projets qui sont en cours. Enfin, j'avais fait un dossier pour un projet de série. Alors, pour le coup, ça parlait pas nécessairement juste de la nudité, ça parlait aussi de sexualité. Donc, pour le coup, je dis que le modèle vivant, je sexualise pas le corps, mais en même temps, la sexualité m'intéresse énormément aussi comme sujet. Oui. Et du coup, il y a un lien quand même. Et c'est ça qui est à la fois paradoxal et hyper intéressant, c'est que les séances de nu que je fais ne sexualisent pas le corps. C'est vrai que les gens, parfois, ils disent, mais c'est une question qu'on m'a posée. Est-ce que tu as déjà éprouvé du désir à une séance de modèle vivant? Et en fait, je peux pas dire que c'est du désir que j'ai pu ressentir. Ça m'est arrivé très rarement de ressentir des choses un peu surprenantes. Je pense que c'était aussi quand j'étais assez jeune. Je me souviens d'une séance de modèle vivant où j'étais en études aux ateliers de sel. Et il y avait une modèle, je la trouvais magnifique, mais vraiment magnifique. Et j'étais bloqué, j'arrivais pas à dessiner. Et je crois que c'était juste sa beauté qui m'a bloqué. Et je me souviens que la prof était passée, elle m'a dit ça va Joël et tout, tu dessines pas. Et j'ai dit écoute, pour être honnête, je bloque. Voilà. Et elle a compris, elle a souri et tout, elle m'a dit t'inquiète. Et je me sentais mal de ressentir ça à ce moment-là. C'était pas vraiment du désir parce que la personne, elle est pas dans des poses suggestives, elle est pas... Ouais, je comprends. Pour moi, il y a vraiment une question de regard. Quand tu te mets dans la posture du dessinateur, bah Enfin, personnellement, moi, ça me demande beaucoup de concentration et je suis dans une façon de voir les choses qui est pas du coup dans le désir non plus. Et mentalement, je suis pas du tout dans la posture d'un voyeur, quoi. Ouais, tout à fait. Et je pense que ça, c'est assez fou d'ailleurs. Mais mon amour du dessin à ce moment-là, il est plus fort. Je sais pas, j'arrive pas, je suis là dans une mission où j'ai envie de dessiner plus que tout. Et du coup, c'est plutôt l'inverse en fait qui peut m'arriver, c'est-à-dire que au contraire, je pourrais me retrouver dans une situation, dans un rapport intime, et j'ai envie de tout arrêter pour dessiner, tu vois. Donc c'est pour dire à quel point parfois mon désir de dessin est vraiment fort, c'est que je fais pas, enfin là je fais plus deux choses en même temps. Je dessine, je suis déjà pas de dessiner du nu, ça prend tout en fait. Je pense que ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que t'as un temps donné. Quand je suis sur un projet d'animation, un projet de dessin pour moi, en général tu peux faire une pause quand tu veux. T'es pas dans l'instant, tu sais, où tu peux pas t'arrêter, tu dois genre... Non, en fait, le modèle vivant, je suis obligé de dessiner. Je sais pas comment dire, mais j'aime ce moment-là, en fait, où il y a rien d'autre qui compte, il y a un temps donné, et alors je suis pas dans la course, hein, dans ma tête, je suis plus en mode... il y a aucune raison que j'arrête. En fait, là, la personne, déjà, elle est dans un effort physique parfois, de contraintes, parce que la pause peut être fatigante, peut être en gainage, peut être... Enfin, du coup, c'est plus physique que ça en a l'air de ne pas bouger. Hein. Exact. Pour avoir déjà posé aussi. Exact. Franchement, ça fait les muscles. Exact. Rester 5 minutes sans bouger, peu importe la pause. Ouais, enfin, ça dépend. Après, parfois, je fais des pauses vraiment allongées, où la personne, elle pourrait dormir. Ça m'est arrivé, hein. Des personnes qui s'assoupissent, où je dois répéter leur nom 2-3 fois et que ce soit genre, oh oui, tu vois. Mais, donc en général, j'aime bien les pauses assez naturelles. Mais oui, il y a des pauses, par exemple,
Juste un truc que les gens font beaucoup quand ils commencent à poser et qui se rendent pas compte en fait, c'est par exemple s'agenouiller, se mettre sur ses chevilles, donc tout le bassin sur ses chevilles. C'est ok pour 1 ou 2 minutes, mais en fait plus de 2 minutes, ça peut être hyper douloureux sur les chevilles. Et donc sur des poses de 10 minutes que je fais, 8-10 minutes, c'est compliqué quoi. Donc c'est sûr qu'en général, sur ces poses-là, ce sera pas des trucs acrobatiques, ça c'est certain. Mais du coup voilà, il y a aussi ces paramètres-là qu'on peut rajouter quand même sur le modèle dont j'ai pas parlé tout à l'heure. Et du coup non, il n'y a pas énormément de lien avec l'animation. Donc il y avait ce projet-là, j'avais un projet de série, peut-être que je ferai un jour, mais c'était des séries documentaires sur plus les aspects de la sexualité que de la nudité. Mais c'est en lien aussi parce que c'est dans des contextes assez particuliers où il y a aussi une nudité qui est acceptée dans certains cadres, certaines soirées, et elle est banalisée aussi. Et c'est assez intéressant parce que aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui m'a aidé aussi dans ma propre acceptation de mon corps, de la nudité aussi. Et je sais qu'il y a des contextes, je pense, c'est important aussi je sais que par exemple, dans certains pays nordiques ou en Allemagne, il peut y avoir toute la famille qui se retrouve nue ensemble. C'est quelque chose que je pense qu'en Europe, plus, en tout cas en France, on a moins cette chose-là. Mais oui, c'est un sujet assez intéressant là-dessus. Et je voulais te poser une autre question, parce que je sais que tu dessines beaucoup, tu produis énormément de dessins, et parfois tu les vends aussi. Et je me demandais si tu te sentais attaché à ces dessins. Est-ce que parfois c'est difficile de les laisser partir ou pas? Ça dépend. En fait, c'est intéressant parce que le fait de faire beaucoup de dessins, effectivement, il y en a souvent un ou deux où je me dis ça c'est mon favori. Mais en fait, de voir la personne qui s'est fait dessiner, qui aime aussi ce dessin-là par exemple, qui est en mode waouh, il est trop beau. Déjà, elle est venue pour ça, elle est venue, elle a payé la séance, donc elle a payé le dessin. Donc c'est le deal. Donc je le sais en avance que y a pas de raison que je m'attache au dessin. Je pense qu'il y a le tatouage aussi qui m'a aidé à ça, on en a pas parlé, mais du coup je suis aussi tatoueur. En fait, quand je tatoue quelqu'un, il repart forcément avec. Certes. Et en fait... Et en fait, ça m'a... Non, tu repars pas en fait. Ah non, je l'aime trop. C'est mon tatouage. Je l'aime trop, désolé, mais Ah, ça serait tellement drôle. Non, donc... alors toi tu peux partir, mais ta main elle reste là. Donc... Voilà, et ça marche malheureusement pas comme ça, et non, heureusement pas comme ça. Et ça m'a appris aussi à me détacher de ces dessins-là. Du résultat, ouais. Ouais, alors par contre, c'est vrai que il y a certains dessins que j'ai pas vendus ou que j'ai pas fait dans la séance où la personne a payé pour le dessin, c'était un échange, une collaboration. J'avais fait le dessin pour un projet d'expo ou juste pour moi, pour pratiquer. Et du coup, il y a certains dessins en fait que j'ai un peu exposés chez moi ou que je vois souvent, qui sont là depuis longtemps, certains que je m'attache en fait. Il y a un attachement qui se crée, inconscient. Je sais pas comment dire, mais j'ai pas un amour particulier si fort, tu vois, pour juste un dessin que j'ai fait. Mais en fait, inconsciemment, il y a parfois un petit attachement à certains dessins que j'ai. Et je me souviens, là, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, j'avais fait une vente de dessins chez moi. Donc je vendais tous mes nus qui n'ont pas été vendus, dont les gens autorisaient à ce que je vende aussi les dessins. Et ces dessins-là, ils étaient du coup exposés chez moi, parmi aussi les cadres que j'avais au mur ou à d'autres endroits. Et il y avait un cadre que j'avais sur ma table à manger. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé à combien il était. Je dis désolé, il est pas à vendre celui-là. Et il a dit je pensais qu'il était à vendre parce que je le trouve super beau et si tu le vendais, tu le vendrais à combien? J'étais à la base sur une braderie où j'étais censé vendre des dessins et je lui dis je sais pas et je pense que c'est là que c'est intéressant aussi la valeur, quelle est la valeur qu'on donne à son travail en fonction parfois juste de l'affect qu'on a avec quelque chose. C'est débile. Et je lui ai finalement vendu. Ça m'a fait un espèce de petit déchirement. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais pas le seul. C'était mon ex qui
passé beaucoup de temps chez moi, qui avait vécu un petit peu chez moi aussi. Elle l'a vu partir et elle m'a dit genre ah tu l'as vendu limite ça avait déstabilisé un peu l'équilibre de l'appartement quoi. Et il a été vite remplacé par autre chose. Mais et donc je pense que là c'était l'habitude aussi. C'était l'attachement du dessin, des dessins que je voyais tous les jours, qui était là, qui faisait partie de cet appartement-là, de chez moi et de ma vie. Et du coup, juste le voir partir, c'est plus difficile à ce moment-là. Mais sinon, je pense que quand il vient de naître le dessin, peut-être j'ai moins d'attache. Ok. Une autre question. Est-ce que ça t'arrive de rater? Tu vois, quand t'as un modèle face à toi et que tu te dis, ok, là j'aimerais capturer ce truc-là, de cette façon-là, parce que voilà, il y a un truc qui te plaît chez lui ou chez elle, et que voilà, ça vient pas ou t'y arrives pas. Comment tu gères ça? Oui, ça m'arrive. L'avantage, c'est que sur une séance avec plusieurs dessins, si un dessin est raté, au moins il y en aura d'autres qui ne le seront pas. Et ça m'est jamais arrivé de rater tous les dessins. Ou alors peut-être quand j'étais vraiment étudiant et que j'avais des jours sans, que j'étais peut-être trop fébrile, que j'étais pas assez sûr de moi sur certaines choses. Ça a peut-être dû m'arriver que je me dise ok là tous les dessins sont achetés. Ouais. Mais ça m'est jamais arrivé dans ce cadre-là et depuis que je me sens bien avec mon dessin. Tu penses que c'est la pratique du coup qui t'a aidé à développer une confiance et une stabilité dans ton dessin? Ouais, tout à fait. Je pense que c'est sur la pratique. Après, on apprend aussi à avoir plus confiance en soi de manière générale et je pense que ça aide aussi à accepter de parfois rater, parce que t'as raté plein de fois dans ta vie, que c'est pas grave. Que la personne, elle sait qu'il y a des ratés aussi quand elle vient se faire, vient poser. Souvent, je dis que le premier dessin, c'est un peu comme la première crêpe. J'adore. Et si tu ressembles à une crêpe sur le premier dessin, c'est normal. voilà. Exactement. Ah, exactement. Après, si la personne ressemble à une crêpe dans la vraie vie, bon. Pardon, je pars trop loin. faut pas le prendre mal, Non, mais oui. C'est réaliste. Je dessine ce que je vois. Mais c'est une très belle analogie. Je trouve ça parfait comme exemple, vraiment. Mais non. Ouais, donc ça m'arrive vraiment de rater des dessins, mais de moins en moins. Oui, et c'est pas la fin du monde, quoi. Ouais, en fait, quand je dessine, je vois très vite si là je suis en train de faire un truc qui va pas. Du coup, je dessine au crayon, donc je gomme. C'est rare que je gomme, mais ça m'arrive. Et puis, comme c'est sur du croquis aussi, parfois il y a des traits que je double un peu. Voilà. Ouais. Est-ce que tu considères que tu es quelqu'un qui a du talent? T'as beaucoup pratiqué, donc t'as développé des compétences dont on parle depuis tout à l'heure. Mais est-ce que tu penses que le talent a joué un rôle important pour arriver là où tu en es maintenant? C'est une question intéressante. Dans ma vie, quand on m'a dit ah, toi t'es hyper talentueux ou t'as un don, t'sais. Le talent c'est d'avoir envie. Et ça c'est des choses. Alors il y a des prédispositions, je pense, chez certaines personnes qui ont une sensibilité, qui ont un œil qui est peut-être un peu plus formé à ça. Mais en vrai, que tu regardes mes dessins de quand j'avais 2-3 ans, ils étaient pas mieux que les autres enfants. Donc c'est juste le travail en fait. C'est des milliers d'heures de dessin. Et je pense du coup ce qui fait la différence entre une personne qui dessine super bien et une personne qui dessine pas bien, et pas forcément juste enfin pourquoi cette personne a travaillé autant d'heures à faire ça, mais parce qu'elle en avait envie. Et c'est pour ça que je dis le talent c'est d'avoir envie, c'est qu'en fait sans cette envie là t'aurais pas la folie de passer des milliers d'heures à dessiner pour ton plaisir. Donc voilà. Et c'est ça que je vois aussi, parce que je donne aussi des cours de dessin dans mes anciennes écoles. Et j'ai commencé en donnant cours en année de préparatoire. Et donc je voyais des profils parfois très différents, des gens qui commencent leurs études, certains qui se rendent compte que c'est pas pour eux, d'autres qui sont
ça confirme leur envie. Et ce qui fait la différence, en fait, tout le monde qui vient en prépa d'animation, ils ont tous envie de pouvoir bosser dans le milieu. Mais tout le monde pourra pas avoir l'école qu'ils souhaitent, tout le monde pourra pas bosser dans le milieu parce qu'il y a un nombre de places limitées aussi, il y a aussi un vrai problème en France aujourd'hui là-dessus, mais sur le nombre de sortants d'école et le nombre de gens qui vont bosser dans le milieu. Ce qui va faire la différence, en fait, entre celui qui va réussir et celui qui n'y arrivera pas, c'est là où c'est vraiment un shonen, le truc que tu en as parlé au tout début de l'interview, mais c'est celui qui en a le plus envie. C'est celui qui en a le plus envie et qui... Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi parfois des contextes qui font qu'il y a des barrières, des freins pour certaines personnes à réussir. Dans leur tête, ils en ont envie, mais ils n'arrivent pas à concrétiser la chose. On a parfois nos propres barrières qu'on se met. Peut-être qu'on nous a pas suffisamment donné confiance plus jeune pour s'épanouir là-dedans, se dire je peux le faire. Et on en a parlé aussi tout à l'heure, mais je pense qu'en fait, être encouragé autant par mes parents ou par mon entourage pour dessiner, ça m'a donné une confiance en moi où je me suis dit je peux le faire. Je peux le faire, mes parents croient en moi, je peux le faire. Et ça fait une différence énorme. Bah écoute, je trouve ça super intéressant parce que pour moi ça fait vraiment écho à quelque chose que j'ai entendu il y a pas longtemps. J'avais vu l'interview d'Amélie Nothomb qui parlait de son dernier livre il y a pas longtemps et je l'ai même mis dans ma newsletter parce que j'ai trouvé ça très inspirant. C'était pour le podcast Les Lueurs et en fait on lui demande ce qu'elle pense du talent, ce que c'est le talent pour elle. Elle donne une réponse très complète que je trouve géniale. Mais surtout, en fait, elle dit, pour elle, le talent, c'est l'intensité du désir, en fait. C'est-à-dire, à quel point t'as envie de passer du temps, donner de l'énergie à quelque chose qui t'intéresse et qui te passionne, et à quel point tu te donnes pour ça, quoi. Voilà, combien d'heures je suis prêt à passer à dessiner, quelque part, c'est ça le talent. Et j'ai trouvé ça génial. Et pour moi, ça fait vraiment, vraiment écho à ce que tu viens de dire. C'est vraiment ce feu d'avoir envie, quoi. Et après, ce que je trouve intéressant, c'est que aussi, bien sûr, il y a l'importance de la pratique là-dedans. Tu parlais du travail, parce que bon, tu peux avoir tout le talent du monde, tout le désir de faire et d'y passer du temps. Si tu ne le fais pas, si tu pratiques pas, tu auras beau avoir du talent, il y aura pas de résultat, quoi. Et ça compte aussi. Et je pense à un exemple bête, mais voilà, si on te demande de dessiner un vélo pour la première fois, même si t'es doué, entre guillemets, ton résultat sera jamais aussi bon que si t'as déjà dessiné 100 vélos avant. C'est juste la logique de notre cerveau qui fait que on apprend par itération, en faisant et en ratant aussi. Donc voilà. Donc mine de rien, ça a quand même un rôle aussi, la pratique, qui est très très important pour nourrir ce talent. Parce que en fin de compte, cette phrase de « oui mais toi t'as beaucoup de talent, oui mais toi t'as un don », je l'ai beaucoup entendu aussi, et en fait, je l'ai trouvé presque un peu contre-productif parfois, parce que ça m'enlève le crédit du temps et de l'énergie que j'y consacre aussi, donc je trouve ça un peu étrange à entendre des fois. Parce que ça reste un effort de faire, je trouve. Même si bien sûr c'est un plaisir, souvent, évidemment, ça nous passionne, mais en même temps, c'est pas toujours facile, il y a des moments où... on n'arrive pas à prendre du plaisir parce que c'est frustrant, voilà, on galère, on rate, ça peut être très difficile aussi à surmonter cette frustration et ces obstacles-là, malgré l'amour qu'on a pour la chose. Donc voilà, je trouve ça intéressant de parler un peu de cette question du talent ensemble. Il y a un autre truc que je trouve passionnant, et tu l'as un peu évoqué, c'est que vraiment, des fois, il y a des blocages psychologiques qu'on peut avoir, qui font que on n'arrive pas à faire certaines choses dans le dessin, on est bloqué. Et en fait, des fois le problème, il est pas lié au dessin en fait, il est lié à nous, à quelque chose qu'on doit travailler sur nous en fait, qu'on doit comprendre. Et quand on se comprend, là il y a un truc qui se débloque dans le dessin. Et pour d'autres c'est l'inverse d'ailleurs, des fois c'est en faisant le dessin que ça crée un déclic sur autre chose qui n'est pas le dessin. Et ça je trouve ça absolument passionnant aussi. Et je voulais rebondir sur un autre truc que tu as dit, du coup, tu parlais du fait que voilà, c'est ce qui différenciait un élève d'un autre pendant les études, celui qui en avait le plus envie. Tu parlais du fait que des fois, il y a des gens qui ont des contraintes, ils ont envie, mais ils peuvent pas forcément concrétiser. Moi, ça me rappelle mes études où justement, on en parlait tout à l'heure un peu, j'étais perdu et je savais pas trop où j'allais.
Je trouve qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'ouverture d'esprit et d'être prêt à recevoir certaines choses, parce que parfois on arrive avec certaines croyances. Moi, quand je débarquais dans mes études, je sais que j'ai dû casser pas mal de murs que j'avais, d'idées préconçues sur certaines choses, et il a fallu que vraiment je détruise tout pour pouvoir ouvrir en fait des nouvelles voies que je pensais pas aller explorer. Et donc il y en a pour qui c'est aussi plus facile de recevoir certains conseils, parce que voilà, ils sont ouverts à ça, ils sont prêts à ça. Il y a aussi tout ce chemin-là qui rentre en compte, je trouve, dans la question du talent. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est souvent des facteurs extérieurs. Bah, c'est ce que je disais, hein, c'est que ça demande aussi un espace mental, une confiance en soi, une certaine prédisposition à l'espace mental, se dire qu'on peut y arriver, parce qu'il y a beaucoup de blocages qui sont liés à telle ou telle personne t'a dit que tu n'y arriverais pas, et parfois aussi, c'est juste... il y a des choses dans ta vie qui ont fait que, même si c'était pas pour du dessin, c'était pour autre chose, tu t'es rendu compte que l'effort n'allait pas forcément arriver toujours à un résultat positif, et ou allait être insurmontable ou trop dur à atteindre. Et du coup, c'est des choses que tu adapter dans n'importe quel domaine, quoi. De voir aussi d'autres personnes que tu considères comme très talentueuses, ou des gens qui ont des meilleures notes, parce que t'es en école d'art, il y a des notes, il y a aussi tout un système de comparaison, un système de sélection qui est jugé par rapport à des critères de technique, des critères d'originalité. Et du coup, c'est aussi quel est ton rapport au dessin de l'autre, et du coup le tien par rapport à l'autre. Quel effet ça va faire, en fait, ça va avoir sur toi. Il y a des gens que ça va motiver. Oui. Ils vont se dire, vas-y, je vais montrer qu'en fait je peux y arriver aussi, ou j'ai envie de faire ma place. Des gens que ça va décourager. Et puis des gens qui juste s'en foutent, ça va pas influencer. Ouais, la comparaison, ça peut vraiment être un moteur ou un frein. Ouais. Il y a une question de posture par rapport à ça, et justement, ça me fait faire le lien avec une question que je voulais te poser. Tu parlais de l'importance de la confiance en soi, du fait d'être soutenu ou en tout cas encouragé dans un environnement qui aide à se construire. Mais je trouve que tu as aussi une qualité particulière, c'est que tu es très ouvert et capable de recevoir en fait aussi la critique et le conseil. Et je trouve que ça peut être difficile. Tu vois, on peut avoir confiance en soi, mais pas forcément être ouvert à la critique ou être capable de recevoir le regard des autres sur son travail. Et j'ai l'impression d'avoir vraiment observé cette qualité-là chez toi, de savoir prendre ce qu'on te dit et vraiment te l'approprier. Du coup, ma question c'est comment tu fais pour prendre la critique et quelle place ça a pris dans ton développement artistique? Ouais, c'est très intéressant comme question. En fait, ça rebondit à un des conseils que je donnais. On disait souvent, ok, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne en prépa, qui rentre dans le milieu, qui veut progresser, qui veut. Et ben moi, mon conseil, ça a toujours été, va chercher les critiques, va demander vraiment des avis sur tes dessins à tes profs. Ouais. À la fin du cours, tu peux aller prendre ton carnet, demander ok, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses, et surtout les dessins que tu aimes, où t'es content. Et en fait, moi c'est vrai que j'étais dans un mode un peu genre sois jamais satisfait dans tes dessins, parce que j'avais tendance à vite être satisfait aussi. Ouais. Et je peux avoir un truc un peu flemmard en vrai. Moi aussi, je pense, en vrai. On se ressemble là-dessus, je pense. Mais c'est vrai que peut-être que, et c'est là où c'est intéressant ce que tu dis, c'est que je me suis rendu compte que si tu veux, déjà j'aime bien partager avec les autres, que c'est de comprendre certaines choses, etc. Mais surtout quand je vois quelqu'un qui a un niveau que je sais qui est bien meilleur que le mien, ou qui est meilleur, ou qui est peut-être qui est différent, mais qui a des qualités que j'aime, et qui surtout est mon professeur et qui est là pour m'apprendre, et j'aime bien apprendre, mais j'aime bien essayer de comprendre aussi.
Et du coup, cette curiosité d'aller demander à la personne qu'est-ce que tu penses de ce dessin-là. Et ça, c'est, je pense, une des choses qui m'a fait le plus progresser dans ma vie. Euh, et qui a fait une différence aussi. Parce que le concours, par exemple, de l'école que j'ai faite après la prépa, était très sélectif. Et qu'on était tous là pour la même chose quasiment. Enfin, en tout cas, la majorité de ma promo souhaitait rentrer dans cette école-là après. Donc on était déjà en compétition dès le premier jour en fait de prépa. C'était pas mal ça, c'était une bonne compétition assez saine parce que en fait on était passionnés aussi de la même chose et je pense qu'il y avait beaucoup de bienveillance et on s'est plus tiré les uns les autres vers le haut. Et moi j'étais pas dans les favoris au début de l'année, je me souviens, parce qu'il y avait quand même un peu ce truc là aussi qui pouvait mettre voilà, dans une situation un peu compliquée. Ouais. J'étais pas dans les favoris au début, mais en fait ce qui m'a aidé vraiment à énormément progresser, ça a été bon déjà mon envie qui était très très forte, donc je dessinais énormément. Et parfois c'est pas suffisant, il y a des gens qui dessinent énormément et qui vont pas avoir une de progression aussi forte que d'autres personnes. Donc il y a aussi qu'est-ce que tu fais comme type de dessin, est-ce que tu répètes la même erreur des centaines de fois ou est-ce que tu as vu quelqu'un entre temps qui t'a dit ah là attention à ci, là attention à ça. Et ça peut faire aussi beaucoup la différence quand même. Ah ouais, c'est intéressant ça. Parce que c'est vrai que c'est important de se dire qu'il y a le travail, bien sûr. Mais en effet, c'est très frustrant quand on nous dit bah c'est une question de travail, ok, mais des fois on peut mettre du temps, de l'énergie, vraiment bosser, et il n'y a pas forcément de résultat derrière. Il n'y a pas que le travail en fait, il y a aussi le fait de comment on travaille et d'être curieux, de se poser des questions, d'essayer de comprendre, et c'est ça qui fait qu'on progresse en fait et qu'il y a une évolution. Le travail tout seul, ça suffit pas forcément. Ouais, parce que par exemple, moi j'ai organisé pendant longtemps des séances de modèle vivant avec des groupes, et des personnes qui m'ont dit, voilà moi je fais du modèle vivant depuis 10 ans, 15 ans, et je vois leurs dessins, je pense pas que c'est leur but en fait de progresser dans le monde, en fait des gens qui font ça en atelier, qui ont pas pris de cours, et qui ont jamais en fait eu de retour sur leurs dessins. Alors il y a une courbe de progression, mais elle peut être très faible, vraiment. Et là on parle juste de technique, hein. On parle juste de technique, enfin, non, en vrai, pas que. On parle pas que de technique, parce que parfois aussi c'est l'intérêt. Enfin, qu'est-ce qui est intéressant graphiquement aussi dans une ligne, c'est aller chercher parfois aussi des idées graphiques qui sont pas forcément de la technique de dessin, qui sont pas forcément. Quand je parle de technique, c'est du niveau d'un point de vue académique. Hein. C'est. Oui, pour apprendre quelque chose voilà. Voilà, par rapport au réalisme voilà. Mais en fait, dans l'interprétation graphique, ça c'est d'autres choses. Et ça, c'est ce que tu vas nourrir de ton dessin par d'autres inspirations. C'est là aussi hyper intéressant, c'est mélanger, enfin moi c'est ce que j'aime le plus, c'est mélanger une forme d'académisme et une interprétation graphique aussi dans certaines lignes, dans certains aspects du dessin, etc. C'est ça qui fait la patte d'un artiste pour moi, cette espèce d'équilibre entre les deux. Mais du coup voilà, ce qui aussi ajoute à cette question-là de qu'est-ce qui fait un bon dessin, qu'est-ce qui fait la progression, enfin de quelqu'un qu'on dit talentueux en fait. C'est pas juste effectivement du travail, c'est la qualité de travail que t'as dans le sens où est-ce que t'as remis en question ton dessin, est-ce que t'as essayé de le faire progresser. Et ça me permet de parler d'un autre truc aussi qui moi m'a énormément aidé aussi quand j'étais en prépa. Je pense que c'était mon professeur préféré en prépa d'animation. Il s'appelle Fabien Rondet. C'était notre prof de modèle vivant. On avait 2 professeurs de modèle vivant. Et Hélène Perdreau était incroyable aussi, mais elle c'était plus sur l'expression artistique. À ce moment-là, je pense que j'étais très axé sur l'académisme. Donc on était plus sur l'anatomie avec Fabien Rondet. Mais il avait des très bons conseils de dessin. Il m'a fait découvrir des artistes aussi que je ne connaissais pas et qui m'ont marqué aussi pour toute ma vie. Il nous expliquait en fait qu'il y a 2 choses qui progressent. Il y a ta main et ton œil. Alors pourquoi il y a la main et l'œil ? En fait, la main c'est l'habitude. Tu commences à créer des automatismes de dessin. Tu reproduis de certaine manière. Tu sais qu'en fait, il y a cette technique-là qui fait que tu vas dessiner ça de cette manière-là, etc. L'œil, c'est ce que tu arrives à percevoir, ce que tu arrives à comprendre quand tu regardes quelque chose. Et que ces 2 choses-là, en fait, ne progressent pas en même temps. Et il nous disait, en fait, quand vous aimez pas un de vos dessins, c'est que votre œil a progressé plus vite que votre main.
Et quand vous êtes enfin satisfait de votre dessin, c'est que votre main a progressé plus vite que votre œil. Et ça m'avait marqué. Je me suis dit, ah, mais c'est cool. C'est qu'en fait, il y a un des trucs qui a progressé. Et souvent, les gens qui disent, ah, moi, je sais pas dessiner, j'aime pas ce que je fais. Parce qu'en fait, ils ont juste appris à regarder. Ils ont pas appris à faire. Ouais, je suis très très d'accord avec tout ça. C'est très juste qu'il y a une double progression. Je pense qu'on peut vraiment dire que le dessin, c'est l'observation, en fait, c'est apprendre à observer. Mais voilà, il y a aussi le rapport à la pratique, évidemment, d'être capable de représenter ce qu'on a compris. Et ça passe vraiment par le geste et par le faire. Et ça me fait penser à une anecdote, j'en ai discuté il y a pas longtemps justement avec une amie, dont la mère a eu un accident, et en fait elle est peintre. Et du coup, elle pouvait plus dessiner de la main droite comme elle le faisait. Et donc elle s'est mise à peindre avec la main gauche. Et en fait, elle est pas satisfaite de ses dessins parce que elle arrive pas à faire les choses comme elle aimerait les faire. Mais ses peintures restent, académiquement, elles restent solides parce que oui, elle a quand même ce regard, cette compréhension des choses. Donc ça pèse énormément dans le résultat. Et je parle toujours de la même chose dans chaque épisode, mais à un moment donné, je me suis mis à dessiner à la main gauche. Et justement, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là à prendre conscience de tout ce que je savais en fait, et de tout ce que j'avais compris sur le dessin et sur le fait d'observer ce que j'ai face à moi. Parce que bien sûr de la main gauche, il n'y avait pas cette maîtrise que j'avais avec la main droite, les automatismes que j'avais musculaires. Mais justement, ça m'a permis de me dire, en fait, même si je fais des traits un peu ratés et que ça va pas dans le bon sens et tout, je peux quand même réussir à faire un truc qui a du sens et le résultat, il va quand même fonctionner. Et ça a permis de remettre un peu à zéro les niveaux et de se dire, ah oui, en fait, voilà ce que je sais vraiment, voilà ce que je comprends vraiment, et voilà en fait ce qui était ma facilité avec la main droite, quoi. Et ça, c'était vachement intéressant pour apprendre à mieux se connaître. Et je voulais aussi rebondir sur un autre truc que tu as dit. On parlait du fait de travailler beaucoup et de pas forcément avoir de résultats. Je me demande si ça peut pas être lié aussi à un objectif qu'on se donne quand on dessine, conscient ou inconscient, qui soit pas forcément... qui nous limite ou qui nous empêche d'évoluer. Parce que moi, je me rappelle travailler beaucoup et me retrouver souvent très frustré et insatisfait du résultat. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à changer mon regard sur pourquoi je dessine et comment j'ai envie de dessiner, et remettre le plaisir en fait au cœur de mes priorités, que là mon dessin il s'est mis à évoluer beaucoup plus. Je pense qu'on peut être très doué, travailler beaucoup, et quand même se retrouver bloqué parce qu'on a des objectifs qui sont pas forcément ouverts et qui nous laissent pas l'opportunité de progresser en fait. Ouais, je suis d'accord. En fait, parfois on travaille de la mauvaise façon, pour les mauvaises raisons. Et c'est là où pour moi ça rejoint aussi le talent, c'est avoir envie. C'est aussi est-ce que tu prends du plaisir à ce que tu fais en fait? Parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui vont avoir pas beaucoup de résultats, mais parce qu'on sent que dans la qualité aussi de leur travail, il y a peut-être pas l'attention aussi forte que d'autres personnes qui ont un vrai plaisir à le faire et qui vont du coup avoir une implication qui est quand même différente. Je pense que du coup ça, dans ta concentration, dans l'implication émotionnelle que tu mets dedans, etc., ça se voit, ça se sent un peu. C'est difficile d'essayer d'expliquer pragmatiquement parlant pourquoi son intention aurait changé la qualité de son dessin. Ça a pas de sens. Ah si, parce que ça change ton regard. Non, mais je parle de quelqu'un qui regarde le dessin qu'elle fait quelqu'un, il a pas vu la personne le dessiner. Il dit, ah, mais on sent que il y a une émotion là-dedans, il se passe quelque chose dans ton dessin. Oui. Pourquoi il voit ça, en fait? Et alors, c'est la sensibilité de l'œil de la personne qui voit ça, etc., mais pourquoi ce dessin plus qu'un autre? Et effectivement, souvent, ça a un lien. C'est-à-dire que moi, on me dit, ah, mais ce dessin-là, il est vraiment, il se dégage quelque chose plus que d'autres. Et je suis d'accord, parce que je sais que j'ai pris plus de plaisir à le faire. Et j'ai même pas encore vu le résultat, en fait. J'étais en train de le faire et j'avais plus de plaisir à le faire. Alors, est-ce que c'est parce que du coup, il y a une concentration qui est plus accrue? Parce qu'à ce moment-là, il y avait un truc où t'étais trop heureux de dessiner ça et que t'étais bien et que du coup, il y a une assurance dans le trait, ou peut-être il y a un lâcher-prise dans le trait. Et c'est fou, en fait, ces micro-trucs vont donner, en fait, quelque chose dans le dessin. Et ça va se voir au final. Je crois que c'est la même chose dans la cuisine, dans plein de trucs, tu vois, mais... On est encore dans un shonen, en fait.
Non, mais grave. Oui, c'est l'ingrédient Grave. secret. Oui, c'est parce que tu le veux vraiment. Non, mais ça me fait rire parce que, en fait, je suis tellement d'accord avec toi et en même temps, c'est vrai que c'est pas évident à expliquer, en fait. C'est vraiment un truc qui me fascine, tu vois, cette liberté de dessiner dans le plaisir et que ça se ressente et que c'est pas pareil que quand tu fais l'exercice de manière technique. C'est fou. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore dessiner avec mes neveux, par exemple, parce que j'ai une sensation de liberté et de plaisir à faire des choses sans contrainte, voilà, sans se demander si le dessin va être beau à la fin et tout. Et ça, c'est une libération vraiment Ouais. très agréable, quoi. Et je trouve qu'il y a quand même un truc, bah, tu vois, quand tu as des objectifs très professionnels, Ouais. il y a un côté très premier degré où tout est très sérieux, parce que tout ce que tu crées, ça doit coller à quelque chose, ça doit entrer dans le portfolio, ça doit te servir ensuite professionnellement et tout. Et moi, le premier, hein, j'étais très premier degré, en fait. Ça va un peu mieux, je me soigne. Mais je trouve que dessiner pour le plaisir, c'est quelque chose que j'ai tellement oublié, en fait, à un moment donné. Et, euh, et pour autant, c'est ce qui m'a fait démarrer à la base, donc c'est important, en fait. Et c'est fou parce qu'on pourrait se dire c'est tellement bête de juste prendre un crayon et voilà, et s'amuser 5 minutes sans enjeu. Et pour autant, bah, quand on est vraiment pris dans le côté hyper sérieux de la chose, c'est un vrai mur, quoi. Mais au final, bah, on fait du dessin, quoi. On n'est pas non plus en train d'opérer des gens à cœur ouvert. Donc voilà. Et ça n'empêche absolument pas que c'est un vrai impact derrière, parce qu'on en parlait tout à l'heure, hein, le voyage de Chihiro, bah voilà, ça nous a bouleversés tous les deux. Ouais, je sais plus qui a dit l'art sauve. Je pense qu'il nous aide un peu à sortir de notre condition animale parfois aussi. On n'est pas juste à se nourrir, à dormir et à survivre, mais en fait ça nous sort en fait de notre état un peu de juste vie, survie, mais ça. Et quand je dis l'art, c'est pas forcément juste aller au musée. Tu vois, je parlais de cuisine tout à l'heure. Enfin, il y a de l'art dans la cuisine aussi, donc c'est pas juste on se nourrit pour se nourrir, sinon on mangerait tous des trucs pas intéressants. Mais il y a aussi un art dans la cuisine. Enfin, et il y en a dans tous nos aspects de nos vies en fait. Et même juste décorer son chez soi. Enfin, il y a plein de trucs en fait qui au quotidien, on n'a pas conscience en fait que c'est une forme d'art, mais en fait c'est ça qui nous sort de cette condition animale et qui nous nourrit humainement, spirituellement. Ouais. Ouais, le bonheur il est vachement là-dedans en fait, autour de ça. Bah écoute, je suis très très d'accord. On arrive dans la dernière partie du coup de l'interview et je vais te poser quelques questions successives, un peu bilan par rapport à ce qu'on a déjà dit. Et du coup, c'est ok si les réponses sont un peu plus concises et si tu dis juste les choses qui te viennent en quelques phrases rapidement. Voilà. Ma première question, c'est si tu devais résumer en une phrase ce que le dessin représente pour toi, ce serait quoi? Très dur comme question. T'aurais dû me la demander avant que je puisse la préparer. Non, non, mais c'est intéressant aussi du coup voir spontanément c'est quoi le dessin en un. C'est marrant, j'allais dire en un trait. C'est quoi le dessin en un trait? euh... C'est la vie. Non, je sais pas. Le dessin pour moi, en fait, c'est bizarre. C'est un peu. Je pense que je me suis construit dans ma personne avec le dessin. Donc, tu m'enlèves le dessin, je sais plus qui je suis. Tu vois. Euh, c'est mon gagne-pain, c'est ma personnalité, c'est ce que j'aime le plus au monde. Euh, et c'est mon cauchemar le plus fort de perdre l'usage de mes mains ou de mes yeux un jour. Ça m'est déjà arrivé de faire vraiment des cauchemars de ça. Je fais quoi en fait si j'ai plus ça quoi? Est-ce que tu as appris une leçon importante grâce au dessin? Bah, difficile de dire une seule aussi. J'ai appris plein de choses en fait avec le dessin. La plus importante, c'est bizarre à dire mais c'est la paix. C'est une espèce de paix hyper forte. Quand je vois cette espèce de feuille blanche, j'ai juste que je mets mon crayon et que je gratte dessus. Euh, c'est toujours le même kiff quoi. 30 ans après, c'est toujours le même kiff. Ouais, je pense que c'est très méditatif le dessin. Quand t'es à l'aise avec, et bah, tu te crées vraiment un environnement dans lequel tu te sens bien, quoi. Ouais. Quel est ton plus grand fail artistique et qu'est-ce que tu en retiens?
Je pense que c'est quand j'ai pas réussi. En fait, ça c'est intéressant. Je pense que j'ai réussi beaucoup de choses dans ma vie jusqu'à je sais pas, le premier jour où j'ai raté, dans le sens où j'ai pas eu ce que je voulais dans ma carrière. C'était quand je suis sorti d'école et que j'ai voulu faire un court-métrage et que je me suis rendu compte que normalement j'allais toujours au bout, je pense, de mes projets et que l'effort était trop grand pour réussir j'avais eu des refus en fait de la part du CNC, des refus de la part d'autres aides. J'avais tout essayé. Et en fait, il y a un nombre limité d'envois pour un projet que j'ai atteint avec ce premier projet-là. Et du coup, la seule solution, si je voulais le faire, c'était de le faire avec mes propres moyens financiers. Parce que faire un film qui durait à peu près 15 minutes d'animation, en général, c'est minimum, l'animation, c'est 10 000 euros de la minute. Donc, on était sur un minimum de 250 000 euros si on le finançait. Pourquoi ça coûte aussi cher l'animation? C'est que c'est beaucoup de temps. Bref, bon, ça on a déjà dû en parler dans ce podcast-là, mais bref, ce premier fail artistique, qu'est-ce que ça m'a appris? Donc je me suis rendu compte que c'est très laborieux, c'est des milliers de dessins, c'est des années de travail en fait. Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de passer mes 2 prochaines années à ne faire que ça, en sachant aussi qu'il a été refusé pour certaines raisons, où je commençais à voir aussi que c'était vrai. Alors c'est des points de vue très subjectifs, c'est un projet que j'aimais quand même énormément, je connaissais les qualités du projet, et je commençais à voir aussi les défauts, pourquoi il n'avait pas été pris, pourquoi un autre projet a été plus pris que celui-là, est-ce que ça vaut le coup de le faire quand même. Et alors ce qui est très triste, c'est que ça a été un changement aussi dans ma carrière, dans le sens où j'ai toujours su ce que je voulais, j'avais toujours des objectifs. Je pense que c'est un énorme moteur aussi dans mon travail qui a fait que j'ai réussi peut-être à atteindre certains concours ou à réussir certaines choses. Mais là, c'est la première fois que je ratais, enfin que j'étais pas pris, que je pouvais pas avoir ce que je voulais, entre guillemets. Ça m'a appris à accepter, du coup, c'est pas toujours comme on pense l'être. Ça, c'est un peu basique, mais c'est la première chose, je pense, que ça m'a appris. L'incertitude et la remise en question, le changement de cap, tout simplement. Et ça a été du coup un moment où j'ai commencé d'autres activités artistiques que l'animation. Et ça m'a appris énormément. Et même en revenant à l'animation, j'étais nourri en fait d'autres choses. Et donc en fait, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Et je pense que tous les trucs que j'ai ratés dans ma vie, je m'en rends pas forcément compte tout de suite, sur le coup. Mais je sais qu'un jour, je vais me dire, ah, ok, ça m'a apporté ça. Et du coup, c'est juste accepter l'échec. Et j'ai eu plein d'échecs après. Et c'était trop bien. Et du coup, quelle est ta plus grande fierté? Ouais, c'est super dur. C'est super dur. Je comprends. Je pense que la réponse, elle peut être beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Ah oui, on cherche pas un truc en particulier. En général, même pour les grandes réflexions, les clés sont souvent dans les petites choses. Ça pourrait être, juste, je fais ce que j'aime. Donc, et ça pourrait être une grande fierté, par exemple. Bah, moi, je pense qu'effectivement, la plus grande fierté, c'est provoquer une émotion positive chez les autres. Enfin, c'est ça qui me renvoie, du coup, une belle image aussi de mon travail, qui voit qu'en fait, ma passion, elle est pas juste pour moi, mais que elle a une place, qu'elle a un rôle, du coup, une utilité aussi, tu vois. On parlait de ça, Ouais. moi, je disais que l'art sauve, mais enfin, si on avait que, des métiers qui sont juste pour la survie de l'espèce, on se ferait un peu chier, quoi. Mais ouais, provoquer en fait des émotions chez les autres, c'est pour moi très fort. Et je l'ai dans le tatouage, de voir des gens qui sont hyper heureux d'avoir ce tatouage-là sur eux, ou ils sont trop contents de le porter à vie, etc. Et c'est un moment hyper fort. Je le vois dans le modèle vivant, des gens qui repartent avec leur dessin, qui sont hyper heureux de ce moment-là. Et je l'ai vu aussi chez des spectateurs, des films que j'ai faits. Mon film de fin d'études, quand j'ai voyagé avec et que je suis parti dans d'autres pays et que
juste montrer mon film à des personnes que j'aurais jamais rencontrées d'une autre manière, parler de ça, de voir des émotions qui sont provoquées, etc. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. Et après mon film de fin d'études, après avoir voyagé un peu avec le film, je m'étais dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Et en fait, c'était pas tant... En fait, ça a été du coup frustrant pour moi de pas faire d'autres films et de pas réavoir ce truc de le moment où enfin tu projettes le film et tu parles avec les gens de ça, qui était finalement mon moment préféré, en fait, dans l'étape de cette fabrication-là. Au final, il est tellement laborieux pour en arriver là, que via le modèle vivant, via le tatouage et via d'autres choses, j'ai pu retrouver l'appréciation du spectateur beaucoup plus rapidement et facilement. C'est hyper intéressant. Je trouve que c'est une très belle réponse. Et finalement, elle fait le lien avec une des toutes premières questions que je t'ai posées. Et quand tu m'as parlé de l'impact émotionnel du voyage de Chihiro et à quel point ça t'avait touché, c'est exactement ce que toi-même tu cherches à faire maintenant et ce que tu proposes aux gens aussi, du coup. Ah, c'est vrai. Bon, une toute dernière question. Un dernier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans le dessin, mais n'ose pas. Du coup, ma question, ça sera en fait, qu'est-ce qui le freine ? Pourquoi il n'ose pas, en fait ? Et du coup, ma réponse serait adaptée, en fait, parce que moi, je connais pas cette situation, dans le sens où je me suis jamais dit, je vais pas oser dessiner. Ça me paraît insensé comme truc. Pour moi, parce que j'ai pas eu les barrières, tu vois. Et du coup, c'est savoir quelles sont les barrières. Ouais, c'est intéressant. Si c'est la peur de faire un dessin moche, de pas réussir à faire le dessin qu'il voudrait faire. Bah, mon meilleur conseil, c'est, comme je l'ai dit, travailler, va te faire critiquer tes dessins. Détache-toi aussi du regard critique. C'est ton dessin qu'on juge, c'est pas toi. Et ça aussi, c'est un truc que les artistes peut-être vont avoir du mal à comprendre, c'est que, évidemment, c'est une partie de soi. Un dessin, tu as mis de toi, c'est une partie de soi. Mais une critique vient pas ébranler qui tu es ou définir qui tu es. Donc un dessin ne définit pas un artiste. Peut-être c'est ça, et c'est bien comme réponse. Bah dis-toi qu'un dessin ne définit pas qui tu es, ne définit pas quel artiste tu es, en fait. Et je pense que même ta réponse de demander pourquoi tu n'oses pas et quelle est ta peur derrière ça, bah c'est la meilleure façon de trouver une solution. Donc je trouve que c'est une excellente réponse déjà. Ouais, ok. Mais voilà, je prendrai tout. Bon bah merci Joël. C'était vraiment un super épisode. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi profond, aussi vite. Parce que là vraiment on est parti loin dans la réflexion dès les premières questions. je juge pas. Mais c'est vraiment un plaisir. Donc merci d'avoir été là et d'avoir répondu à l'appel. Bah avec grand plaisir. Bah merci à toi, parce que moi aussi ça m'a fait beaucoup de bien là, cette interview. Tu m'as posé des questions que je m'étais peut-être pas posées ou que j'avais pas conscientisées. Ça fera 90 € du coup. Ah oui c'est ça, merci. Qu'est-ce que... Non mais grave, franchement, bravo. Qu'est-ce que tu... En tout cas, je te propose officiellement de revenir pour un second épisode une prochaine fois, parce qu'en effet, il y a beaucoup de sujets qu'on voulait aborder, qu'on n'a pas du tout eu le temps d'aborder. On a évoqué un peu le tatouage, mais finalement, on n'en a pas parlé plus que ça. Et pareil, l'animation, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à en dire. Donc voilà, je te propose de venir reparler dans un prochain épisode à venir. Et bah trop bien. Merci Joël. Et voilà, l'épisode 7 est terminé. Vous pouvez retrouver les dessins d'enfance de Joël sur mon site, raphaelelkr.store, à l'onglet podcast. N'hésitez pas à partager ce podcast avec d'autres personnes que ça pourrait inspirer. Et si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir le podcast sur mon Patreon, où vous aurez accès aux coulisses de mes projets artistiques. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.